Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir en tant que président de XMP Entrepreneur. Mon nom est Frédéric Rupli et j'ai beaucoup de joie à développer cette association au service de nos alumni, futurs entrepreneurs, qu'ils soient des créateurs ou des repreneurs. Voilà les deux populations essentielles que nous servons à travers un club des créateurs et un club des repreneurs. Nous avons une troisième activité qui est une activité d'accompagnement au service de ceux qui ont déjà créé ou repris une entreprise. Ce qui fait que nous avons en fait trois clubs, un club des créateurs, un club des développeurs et un club des repreneurs. Notre métier à travers ces trois clubs, c'est d'accompagner chacun. D'abord, quand il frappe à notre porte, c'est de savoir comment on s'y prend pour créer ou pour reprendre une entreprise. Donc, c'est de le recevoir, de l'écouter, et nous avons pour ça 10 animateurs. Nous sommes une association relativement riche parmi les clubs entrepreneurs de grandes écoles. Et nos 10 animateurs sont là pour vous recevoir, vous qui nous recevez à distance ou vous qui êtes présents dans la salle. Ils sont là d'abord pour vous recevoir, vous écouter et entendre quel est votre besoin. Est-ce que votre besoin, c'est à 3 mois, à 6 mois ou une simple réflexion dans le temps? Et ensuite, de vous proposer ce qui est bon, ce qu'ils ont à vous proposer entre un accompagnement en groupe, participer à des sessions de groupe qui se réuniront régulièrement, ou de l'accompagnement individuel, ou des formations, ou de participer à des soirées, à l'instar de la soirée de ce soir. Appartenir à XMP Entrepreneur, c'est aussi l'occasion d'appartenir à un écosystème qui est plus grand. L'écosystème qui est plus grand, c'est celui de grandes écoles d'entrepreneurs, G2E. Et j'ai la chance d'animer également G2E. Et dans grandes écoles entrepreneurs, nous regroupons tous les clubs entreprendre de toutes les grandes écoles qui rejoignent G2E. Alors G2E, c'est un mouvement très dynamique qui en est à 26 écoles membres aujourd'hui, 26 grandes écoles. Donc ça commence à représenter 200 000 plus alumni. Donc notre audience croît. Et ce que nous faisons au niveau de G2E, c'est de proposer à tous nos membres ce que nous-mêmes, nous n'arriverions pas à leur proposer. Alors la première des choses que nous n'arrivons pas à leur proposer, ce sont les soirées organisées par les autres grandes écoles. Donc quiconque devient membre de XMP Entrepreneur peut, grâce à la passerelle G2E, participer à toutes les soirées de toutes les autres grandes écoles. Et aussi toutes les formations de toutes les autres grandes écoles. Et pourquoi pas à venir rejoindre les enfants communs que nous avons fait au niveau de grandes écoles entrepreneurs, que nous n'arrivions pas à faire tout seuls dans notre petite association d'écoles. À titre d'exemple, nous avons créé un groupe de repreneurs. Un groupe de repreneurs, c'est faire se réunir 12 repreneurs à intervalles réguliers, très rythmés, une fois tous les 15 jours, sous la houlette de 6 animateurs, et qui donne du rythme dans le projet de reprise de chacun. En fait, aucune de nos grandes écoles n'avait réussi à monter un groupe repreneur qui fonctionne toute seule, pour des raisons simples de taille critique. Et ce que nous n'avons pas réussi à faire seuls, nous avons réussi à le faire à plusieurs en mutualisant notre effort. Et donc, dans notre groupe G2E Repreneurs, nous avons 6 animateurs et 12 membres. Et 2 ans après sa mise en fonctionnement, ce groupe clame aujourd'hui avoir réussi la reprise de 10, 12 entreprises. J'ai oublié, 7 chez G2E et 5 chez XMP, bref, 12 reprises réussies au total en 2 ans. Ça, c'est ce que nous avons fait pour les repreneurs. Nous sommes en train de réfléchir à une initiative G2E créateur, après l'initiative G2E repreneur, de façon là aussi à offrir quelque chose de plus au niveau de nos créateurs d'entreprise que seuls nous n'arriverions pas à leur proposer. Et ce que nous pensons offrir à nos créateurs, c'est simplement l'accès à 200 000 plus alumni qui sont autant de centres d'expertise et qui tous ont bien un quart d'heure à consacrer à un camarade qui veut créer sa boîte. Voilà une initiative en faveur des créateurs et bientôt en gestation, une initiative dans le domaine de l'accompagnement d'entreprise où là aussi, dans certaines de nos grandes écoles, on a de très bons accompagnateurs et dans d'autres de nos grandes écoles, on a des entrepreneurs en désir d'accompagnement. Donc là aussi, jouer au niveau de G2E un rôle de plateforme, de mutualisation de nos propositions de services. Voilà donc ce qu'étaient les quelques mots que je voulais vous dire au sujet de G2E. Alors quand on veut regarder, je crois que la caméra est là, au niveau des propositions que vous pouvez trouver chez G2E, grâce auxquelles tous nos membres de XMP Entrepreneurs peuvent accéder. Ce soir, c'est donc l'une de nos 6 soirées annuelles. Chaque année, chez XMP Entrepreneurs, nous organisons 6 soirées annuelles. 2 consacrées à la création d'entreprise, notre chapelle Club des créateurs, 2 consacrées à la reprise et 2 consacrées à l'accompagnement. Donc ce soir, c'est l'une des 2 soirées consacrées
à la création d'entreprises. Et en y réfléchissant avec les animateurs du Club des créateurs, et je vais donner la parole à Didier Launay dans un instant, qui anime le Club des créateurs de XMP, nous avons réfléchi à différentes manières d'éclairer la création d'entreprises. Et il était inévitable qu'un jour ou l'autre, nous tombions sur le secteur de la transition énergétique qui recueille pas mal de suffrages en ce moment. Je passe donc assez vite la parole à Didier Launay, qui chez XMP anime le Club des créateurs. C'est lui qui va introduire la soirée et qui ensuite donnera la parole à nos quatre intervenants du jour. Merci Frédéric pour cette introduction. Donc, je vais juste vous donner, l'idée c'est de vous donner quelques points de repère pour lancer le débat et nos intervenants ensuite vont rebondir certainement sur tous ces éléments-là, mais pour qui sommes un peu des ingénieurs à la base, et pas que, mais des ingénieurs quand même un peu, d'avoir quelques ordres de grandeur liés à l'énergie. Parce qu'on parle de transition énergétique, mais finalement l'énergie, il y a quelques points de repère qui sont utiles. Alors, je ne vais pas vous abrutir avec beaucoup de chiffres. Oui, tu peux y aller, vas-y. Alors, on va regarder juste 3 diapos, donc ça va aller très vite. Voilà, vas-y, passe. Le suivant. Moi, j'ai 3 personnes qui frappent à la porte. Vas-y. Bon. C'est l'occasion de les faire venir. Voilà. Et la page d'après, oui, 2 pages d'après, tu peux y aller, vas-y. Alors, tout d'abord, dans ce tableau, j'ai trouvé ce tableau intéressant parce qu'on a ramené au mètre carré nécessaire pour pouvoir créer de l'électricité à partir de gaz, nucléaire, éolien, hydraulique, solaire. Donc l'éolien, hydraulique, solaire, c'est le renouvelable. Et les autres, c'est les énergies plus classiques du gaz et du nucléaire. Alors vous voyez qu'il faut, l'idée c'est de montrer justement la densité de production énergétique qu'on a dans les énergies entre guillemets classiques, puisque là on a le nucléaire et le gaz. Vous voyez qu'en termes de production au mètre carré par an, c'est presque un ordre de 1000. Donc vous voyez que c'est là dans le pourquoi si vous prenez par exemple le cas de l'hydraulique, ça paraît faible parce que l'hydraulique, eh bien, il faut bien prendre en compte non seulement le barrage et l'usine de production, mais aussi toute la surface de la retenue d'eau qui est derrière. Donc, vous voyez, c'est l'emprise au sol pour produire de l'énergie. Vous voyez que les différences sont tout à fait gigantesques. Donc, il va falloir beaucoup d'intelligence pour pouvoir faire la transition énergétique. Deuxième point, je voulais vous montrer la puissance d'énergie qui est concentrée dans un litre d'essence, parce qu'on ne se rend pas toujours très bien compte de la puissance d'un litre d'essence. Alors, un litre d'essence, c'est 3,4 litres d'hydrogène liquide. Donc, vous voyez, il faut déjà, si vous mettez un réservoir d'hydrogène liquide, il a 3,4, en gros, 3,5 fois plus de volume que pour de l'essence. Et si c'est de l'hydrogène comprimé à 700 bars, qui est ce qu'on utilise actuellement, vous voyez qu'il faut 6 fois le volume. Ensuite, si vous prenez un litre d'essence, bon, moi je vous ai donné ce que ça représente en termes d'énergie, mais j'ai voulu le rapporter à une chose concrète, c'est-à-dire qu'on prend une voiture qui roule à 130 sur l'autoroute et qui consomme 10 litres au 100. Bon, c'est une voiture qui consomme un peu beaucoup, mais bon, si elle consomme 5 litres, vous diviserez par 2. Et puis, on compare avec des panneaux solaires qui, eux, sont exposés à 1000 watts par mètre carré, ce qui est en gros ce qu'on a plutôt dans le milieu de la France, hein. Et avec un rendement de 20%, ce qui est plutôt, mais ça, nos experts nous le diront, plutôt un peu dans le haut de la fourchette. Eh bien, l'idée, c'est de se dire combien il faut de mètres carrés pour produire l'énergie que je consomme en roulant 1 heure avec ma voiture à 130 sur l'autoroute. Donc, les 10 litres d'essence. Eh bien, c'est 625 mètres carrés de panneaux. Donc, vous voyez, ce n'est pas petit. Donc, je pense qu'il va falloir sérieusement optimiser effectivement les choses. Et là, nos experts vont nous en parler tout à l'heure. Dernier point, c'est pour le bâti, parce qu'on va aborder la question du bâti. C'est les ambitions. Un graphique que j'ai trouvé dans Challenge, c'est disponible partout. Donc, vous avez à droite les objectifs. Donc, vous voyez, les objectifs sont très ambitieux.
d'où on part aujourd'hui et on veut arriver à zéro en termes de réduction des émissions carbone dans le bâtiment. Et si vous regardez ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on a depuis 10 ans, en gros, hein, depuis 2015, pas tout à fait 10 ans, mais pas loin, 5 ans au moins, c'est très, très stable pour la consommation, pour le chauffage. Et c'est le chauffage qui est très stable. Il va falloir sérieusement faire optimiser les chauffages. Voilà, c'est trois petits points, c'est juste pour vous introduire le sujet globalement et qu'il va falloir sérieusement avoir de l'intelligence pour faire cette transition énergétique dont vous nous parlez. Nos quatre intervenants, Frédéric, si tu peux passer à l'étape suivante. Donc, Corentin Roudot, qui est le fondateur de Glass ENR, il va nous expliquer donc la création de son entreprise et les affres de la création. Lui, il optimise des solutions photovoltaïques, il va nous expliquer ça. Corinne Bach, qui elle est cofondatrice de Carbometrics, qui est une société qui fait l'évaluation et l'amélioration de la performance carbone des entreprises. Elle expliquera ça beaucoup mieux que moi. Joseph Hermet, lui, est cofondateur d'une école de commerce dédiée au métier de la transition énergétique, une jeune école, et on est là pour l'encourager. Et Chloé Claire, qui dirige NAMR, qui est une société, elle, cotée, qui travaille sur les données de performance énergétique des bâtiments et applications. Donc, vous voyez un panel large de créateurs, d'entreprises qui vont apporter toute l'intelligence nécessaire dont on va avoir besoin pour réaliser cette transition énergétique. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, puisque l'intérêt, c'est d'avoir l'expertise et l'expérience de nos créateurs. Donc, on va passer la parole à Corentin. Peut-être le mieux, c'est que tu te présentes rapidement et puis que tu présentes ton projet, ce que tu... Je me permets juste, en tant que maître de cérémonie, de prévenir notre auditoire à distance ainsi que dans la salle que, comme toujours, nos soirées sont enregistrées. Donc, nous sommes enregistrés sur Zoom et nous publierons la vidéo sur notre magnifique chaîne YouTube. Il compte en moyenne 37 visions par vidéo, donc nous en sommes extrêmement fiers. Voilà. Les questions des extérieurs. Ensuite, nous souhaitons que toutes les questions puissent être posées, je dirais, à tout moment. Alors, peut-être que pour nos amis qui sont à distance, le moyen le plus cool pour savoir bien la discussion, c'est de le faire par le biais du chat que vous trouvez en bas de vos écrans. Maintenant, si vous voulez prendre la parole, soyez sympa de le faire au moment opportun et nos intervenants répondront. Et dans la salle, je vous invite vraiment à prendre la parole, vous pouvez lever la main, poser toutes les questions que vous voulez pendant les interventions. C'est comme ça que ça sera vivant. Et ce sera évidemment décompté de leur temps de parole, car nous serons très soucieux de respecter la parité. Nous donnons donc la parole. Alors, je suis désolé, je vois que notre salle déborde un petit peu. J'invite tous ceux qui arrivent en retard à aller vers le fond, mais à voir si on ne pourrait pas mettre la table qui est là de travers pour permettre à plusieurs personnes de s'asseoir dessus, pour éviter qu'il y ait des participants debout. N'hésitez pas. Hein, on a voulu une soirée un peu café-concert, donc on va jusqu'au bout. On s'assied sur les tables et vive le milieu associatif. On en revient à notre soirée de ce soir et donc la parole est à témoin. Parfait, bonsoir à tous. En tout cas, merci de m'avoir invité puisque j'ai intégré XMP Entrepreneur récemment. Donc, je m'appelle Corentin Roudot et je suis donc le fondateur de Glass ENR, qui est une entreprise indépendante en courtage de solutions photovoltaïques. Donc, je vais vous un peu raconter mon histoire, d'où je viens. Donc, je suis breton, je viens de Brest. Je suis diplômé de l'université Laval d'un MBA en gestion internationale stratégie. Et également, bien entendu, je suis passé par les mines de Paris avec une spécialité énergie. Par la suite, après mes études, j'ai intégré la direction financière d'un groupe canadien dans les énergies renouvelables. Et c'est de là, en fait, pendant 6 ans, j'ai pu constater un point, c'est que pour des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, il était difficile, en fait, pour eux d'installer des panneaux solaires
Et dans le contexte actuel qui est vraiment le réchauffement climatique, je trouvais ça assez absurde de voir des chefs d'entreprise avoir des difficultés à installer des panneaux solaires. Et c'est de là, en fait, en 2022, que j'ai créé Glass ENR. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner et de construire un projet solaire sur mesure, en autoconsommation ou en revente d'électricité. Donc, c'est d'électricité propre puisque ça vient du soleil. Donc, ma vision, en fait, à long terme avec Glass ENR, c'est vraiment d'accélérer la transition énergétique des PME et des ETI pour qu'ils puissent accéder, en fait, au marché photovoltaïque. Donc, c'est vraiment ça le point, de les accompagner, mais également, en fait, de permettre aux chefs d'entreprise de rester concentrés sur leur activité principale tout en étant, au fur et à mesure des étapes, mis au courant en fait des différents éléments de validation d'un projet photovoltaïque. Donc voilà, donc c'est ça mon projet. Aujourd'hui, j'ai 4 clients. J'ai commencé en début 2022 et j'espère d'ici 2023, fin 2023, mettre en service un premier projet de 300 kW crête en toiture. Donc ça, c'est une première. Mais c'est une vision, en fait, au niveau des entreprises. Si chaque entreprise a la possibilité de faire de l'autoconsommation ou de produire de l'électricité, c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre les objectifs à 2030. Voilà. Merci, Corentin. Et bien sûr, c'est le moment. Vas-y. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi les motivations de tes clients entreprises de mettre des panneaux photovoltaïques en fait, par rapport à juste se brancher EDF? Alors, il y a différents profils en fait de dirigeants. J'ai un exemple d'un chef d'entreprise. Il a une toiture, donc c'est un entrepôt qui est amianté. Et en gros, via le photovoltaïque, ça va lui permettre de financer une partie de son désamiantage. Donc ça, c'est un profil. J'ai un autre profil, c'est un chef d'entreprise qui est vraiment dépendant en fait de sa consommation. Et via l'autoconsommation, il va être en mesure de réduire de 20 à 40% sa consommation d'électricité, sa facture. Donc c'est pas rien. À l'échelle en fait de la France, ça en fait des entreprises, des PME ETI. Ils sont majoritaires. Et si chaque dirigeant arrive justement à gérer sa consommation et à autoproduire ou même produire et réinjecter sur le réseau, ça va faire avancer les choses. Voilà. Et il y a des batteries aussi ou il y a juste des panneaux solaires? Non, il n'y a que des panneaux solaires. Donc, l'autoconsommation totale, c'est aujourd'hui impossible. Donc, c'est de l'autoconsommation et de la réinjection sur le réseau. Voilà. Juste pour compléter, il y a un autre, aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui peut pousser les chefs d'entreprise, c'est qu'ils doivent, il y a une réglementation, s'ils sont propriétaires d'un bâtiment qui fait plus de 1000 m² dans le tertiaire, alors ils doivent répondre au décret tertiaire qui a des forts enjeux d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et donc le solaire aujourd'hui est l'un des moyens pour eux en fait de faire baisser leur consommation carbone aussi. Donc c'est réglementaire. Oui, ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a une très forte accélération. Oui, aussi aujourd'hui, oui, tout à fait. À de l'avenir, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de solariser leur toit. Et sur les parkings aussi aujourd'hui, voilà. C'est passé début d'année, donc c'est validé. Tous les parkings d'ici à 2000, ils ont tout dépend de la surface, mais ils ont à peu près 3 ans pour installer sur la moitié en tout cas des surfaces de parking, des panneaux solaires en ombrière de parking. Donc là, il y a vraiment une accélération qui est en train de se créer. Il faut voir aussi le marché de l'électricité aujourd'hui, il est en train de, on l'a vu cet hiver, il est très cher. Donc, il y a quelques années, il y a des chefs d'entreprise qui sont partis sur du photovoltaïque. Et aujourd'hui, en fait, ils ont un bouclier finalement tarifaire sur une partie de leur électricité. Aujourd'hui, c'est plutôt l'État qui est en train de le faire. Le photovoltaïque, aujourd'hui, permettrait à énormément d'entreprises d'avoir ce bouclier tarifaire. Voilà. On a déjà une question de nos amis à distance, et je leur donnerai la parole dans la salle tout à l'heure. De nos amis à distance, quels sont tes pain points?
tes points de douleur, de souffrance pour ta croissance? Qu'est-ce qui freine la concrétisation de projets photovoltaïques C'est des pas ça ma PME? question. Excuse-moi, Frédéric. Pardon? Excuse-moi, Frédéric, c'est pas ça ma question. Attends. Ah ben, je sais pas, je n'ai fait que lire ce que tu as écrit. Ouais, mais j'ai mal écrit, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé. Non, Vas-y, non, ouais. exprime-toi. Excuse-moi, oui. Non, ma question, c'est, je comprends ton approche, tu vas voir une PME, tu dis à un dirigeant, bah, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, je m'en occupe pour vous. Mm. Mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué finalement pour un dirigeant de PME de concrétiser un projet PV? Moi, je vois pour un particulier, j'ai une maison, j'appelle un gars, il passe un rendez-vous, il regarde ma toiture, il regarde mes hangars, c'est pas très compliqué. Donc, c'est quoi les pain points du dirigeant que toi, tu arrives à résoudre avec ton approche? Ouais, bah avant tout, en fait, c'est pour le chef d'entreprise. L'idée est venue aussi du fait que j'ai constaté des chefs d'entreprise qui essayaient d'installer des panneaux solaires, qui allaient vers des installateurs et qui refusaient. Ils refusaient parce que c'était pas leurs critères, soit à la surface. Il y a énormément de critères qu'ils utilisent et ça correspond pas forcément à ce qu'ils souhaitent proposer. Donc ça, c'est un premier point, c'est par rapport à l'installateur. Le deuxième point, c'est que le chef d'entreprise, c'est pas toujours, il ne connaît pas tout sur le photovoltaïque, c'est pas forcément, il n'a pas forcément l'expertise. Donc c'est là où moi j'apporte cette expertise et il n'a pas toujours le temps. J'entends dire, ça m'arrive des fois, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent bah oui, on va voir ça plus tard, j'ai pas le temps parce qu'ils sont tellement pris, c'est un PME ETI, c'est à fond la caisse quoi. C'est des dirigeants qui n'ont pas forcément le temps, faut contacter les installateurs, faut suivre. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes réglementaires, il y a le dimensionnement. Donc il y a énormément de barrières aujourd'hui qui limitent justement ce développement. Et c'est ce que j'ai identifié en créant Glass ENR. Je me suis dit bah oui, on a la technologie, il y a un potentiel, mais par contre il manque un pont qui lie le dirigeant qui souhaite installer l'installation. Et c'est là où moi, Glass ENR propose ce service qui est comme en assurance, un courtage en solution photovoltaïque. Et donc, ça va vraiment épouser le besoin du dirigeant, parce que le dirigeant aussi, peut-être, derrière, n'a pas les fonds de trésorerie pour investir dans l'installation. Moi, je lui propose un installateur qui est prêt à louer sa toiture, par exemple, ou le sol. Donc, il y a vraiment, voilà, adapté, c'est plus amener une technologie aux dirigeants, mais c'est comprendre sa problématique pour aller trouver la solution. Vous voyez? Oui, tu es un peu plus en assistant maîtrise d'ouvrage, quoi. Tu vas le. Ouais, c'est pas exactement ça, mais. On va continuer avec les questions de la salle. J'avais une question à droite. Non, il m'a répondu à ce que vous dites. Bonsoir Gabriel Raymond-Jean. Je me levais, j'ai parlé tout toi. Merci pour cet exposé. Qu'est-ce qui permet, quels sont les leviers qui vont te permettre de démultiplier, de donner de l'ampleur à ton business, en d'autres termes, de le rendre scalable? Tout d'abord, en fait, c'est aujourd'hui, donc je suis tout seul dans la société, donc je suis en train d'essayer le marché. Donc aujourd'hui, je vois que ça prend. Donc j'ai 4 clients avec qui j'ai signé. J'en ai 4 autres qui arrivent. J'ai commencé en 2022, donc c'est hyper récent. Donc, je vais voir au fur et à mesure. J'ai eu une validation d'un client récemment pour construire justement sur sa toiture. Donc ça, c'est une très bonne étape. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va être scalable? Déjà, c'est de pouvoir vivre de mon activité. Ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de revenus. Mais ça se fera au fur et à mesure. Après, ça va être, bien entendu, peut-être recruter un commercial pour justement augmenter le volume. Et après, je verrai. De toute façon, ça se fait au fur et à mesure. J'ai pas envie de cramer les étapes en allant trop vite. C'est pas mon idée. Et voilà, j'ai envie aussi de m'éclater dans ce que je fais. Je pense que ça, c'est pourquoi j'ai créé mon entreprise. C'était vraiment amener ma vision et même m'amuser, c'est pas le terme, mais c'est de partager mon expérience auprès des dirigeants. Et ça, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça se passe super bien quand je travaille avec certains dirigeants. C'est top.
Super. Ben, merci Corentin. Merci Corentin et bonne chance à ton projet. Merci beaucoup. Peut-être on va passer la parole à Corinne. C'est le bon moment. Corinne Bach. Peut-être tu présentes et tu te présentes le projet. Donc, bonjour, moi c'est Corinne Bach. J'ai cofondé Carbometrics en 2020. Donc, moi je suis X-Télécom. J'ai commencé ma carrière dans l'Internet, au tout début d'Internet, dans des startups en France et aux États-Unis. Je suis revenue en France faire un MBA à l'INSEAD où on me disait tous les INSEAD, 70% des INSEAD vont créer leur entreprise un jour ou reprendre une entreprise. Bon, moi, ce n'était pas encore dans ma vision. Et ensuite, j'ai une deuxième partie de carrière où j'ai travaillé pendant 14 ans dans un grand groupe coté, le groupe Vivendi, dans des projets d'abord très transverses, d'experts, stratégie, transformation, jusqu'au moment où je dis bon, moi j'aimerais bien diriger une boîte parce que voilà, c'est quoi la vraie vie, diriger une boîte. Donc on m'a donné un projet très entrepreneurial à l'intérieur de l'entreprise qui m'a donné beaucoup de confiance aussi sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai pris conscience du sujet du changement climatique en lisant. Un jour, ma fille me dit « Maman, je vais à la marche pour le climat ». Je dis « Ah bon, mais tu ne rates pas l'école, ma fille ?» Je n'ai jamais arrêté l'école. Et puis donc, on a discuté. D'autres lectures m'ont fait prendre conscience de ce sujet. Voilà. Et j'ai eu envie de donner mon énergie là-dedans. Et donc, j'ai commencé à me nourrir, aller à des conférences, rencontrer des gens, lire des livres. Et au cours de ces conférences, j'ai rencontré Christian Couturier, qui est un de mes associés. Et au cours d'une conférence sur la finance durable, où à la fin du panel, je suis allée voir un des intervenants. Et je lui dis oui, c'est bien les green bonds, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est rendre beaucoup plus transparent les performances carbone des entreprises pour que les flux financiers s'orientent vers les entreprises les plus vertueuses ou celles qui font un effort pour s'améliorer. Elle dit oui, mais il n'y a pas de données. Je dis en fait, moi, je veux faire ça, je veux faire le Yucca du CO2. Christian qui était à côté, qui écoutait, il dit mais moi aussi je veux faire le Yucca du CO2 et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Petit à petit on a pensé ce projet, on ne fait pas du tout le Yucca du CO2, hein, mais en fait l'idée est là depuis le début, c'est de rendre transparent ces données. Et ce qu'on fait aujourd'hui, donc depuis on est maintenant une quinzaine dans l'entreprise, ce qu'on fait c'est qu'on produit des données, des calculs et des benchmarks sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, pour que les institutions financières, donc celles qui les financent, donc en equity, en dette et tout ce qu'il y a entre les deux, puissent se rendre compte et exercer leur influence sur ces entreprises. Donc nous, on avait cette idée au début et il y a 2 ans, tout le monde nous regardait avec des grands yeux. Aujourd'hui, la réglementation est telle en Europe que ça devient une obligation pour toutes ces institutions financières de rendre compte. Donc ça, il y a un levier réglementaire qui est très fort. Il y a un deuxième levier, c'est que maintenant, les grandes institutions financières, dont les asset managers qui financent elles-mêmes ces fonds, qui financent elles-mêmes ces entreprises, leur demandent aussi de rendre compte. Et donc là, tout le monde se réveille, il dit il faut que je fasse le bilan carbone de tout mon portefeuille, il faut que je le fasse rapidement, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment une explosion en fait, de besoin de mesurer les émissions des entreprises qui sont financées. Donc moi, en fait, quand j'ai créé la boîte, je me suis formée à c'est quoi un bilan carbone. J'ai écouté beaucoup Jean-Marc Jancovici, je me suis formée au bilan carbone. J'ai été bénévole au sein du Shift Project. Et quand je me suis formée pour faire le bilan carbone d'une société, j'ai vu en fait la difficulté que c'était et le temps qu'on passait à compter, alors qu'en fait, il faut surtout penser à agir. Et donc, je ne sais pas si certains ont fait la formation bilan carbone de l'Institut de formation carbone qui fait partie de l'ADEME ou de la BPI. Mais en fait, c'est une feuille Excel qui fait genre 30 onglets avec des déroulants dans tous les coins. Donc, c'est un truc incroyable. Sauf qu'en fait, les boîtes se perdent, on passe du temps, des mois et des mois à compter. Et en fait, on passe beaucoup trop de temps à compter. J'ai dit, mais en fait, on passe trop de temps à compter, cette feuille Excel est trop compliquée. Et à la fin, en fait, on regarde le résultat et on se rend compte que finalement, les émissions de cette boîte, elles reposent sur 3-4 postes. Donc, on se dit, à quoi bon avoir fait toute cette feuille Excel très compliquée? Pourquoi on ne m'aurait pas dit dès le début, il y avait 3 trucs à compter? Donc, en fait, c'est ça qu'on a mis dans notre produit.
Donc, c'est un modèle expert où, en fait, on a cartographié secteur par secteur, activité par activité, qu'est-ce qui est de matériel dans l'empreinte carbone d'une entreprise pour qu'en fait, en 30 points de données, elles puissent calculer leurs émissions de gaz à effet de serre en étant parfaitement fiables, complets, opposables. Et voilà, et donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de clients, on a évalué des centaines d'entreprises. Et notre vision à terme, c'est d'être un fournisseur de données parce qu'on est convaincu et on commence à voir certains financeurs intégrer dans leur taux de dette, d'indexer de la dette sur la performance carbone des boîtes. Donc, ils disent, rends compte chaque année et assure-toi de bien réduire leurs émissions. Voilà, donc c'est ça qu'on fait. Et je pense que personnellement, je me suis jamais autant éclatée dans ma carrière que entrepreneur. Aussi parce que j'ai des associés qui sont formidables. Voilà, il y a Christian, il y a Marie qui est aussi une X, qui est notre CTO. Et on est tous les trois très engagés et c'est aussi le cas de toutes les personnes qu'on a su rassembler autour de nous dans l'équipe. C'est super. Voilà. J'ai une question pour rendre concret ce que c'est qu'un bilan carbone. Pour une PME de 50 personnes, ça va mobiliser combien de temps, combien de personnes chez vous? Comment allez-vous travailler physiquement? Alors nous, on fait tout à distance, puisqu'on sert des clients dans le monde entier, au Canada, en Asie, beaucoup en Europe, bien sûr. Hein, c'est quand même là qu'on a eu nos premiers clients, mais maintenant, on a des clients partout. Pour une PME de 50 personnes, nous, ce qu'on leur dit, c'est à peu près 10 heures de travail pour eux. Qui s'étale sur un temps qui est variable en fonction de comment ils répartissent ces 10 heures. On a des clients qui sont des champions qui ont fait ça en 4 jours, un bilan carbone. Et quand ils prennent un peu le temps, ça peut prendre quelques semaines. Alors que la méthode classique avec un cabinet de conseil, je le vois, ça prend des mois et des mois. Aussi parce que le modèle d'un cabinet de conseil, c'est des jours de jour homme, donc plus ça dure, plus… Donc les intérêts ne sont pas alignés. Moi, j'ai envie d'aligner les intérêts carbométriques avec ceux du climat, donc il faut aller vite, il faut vite calculer, voir où sont les postes d'émissions significatifs pour mettre son effort là où ça a du sens, voilà, sur les postes. Voilà. Vous avez un abonnement, et chaque année, vous recommencez Oui. pour voir comment ça se passe, et ils ont amélioré leur… Oui, c'est ça? Oui. Oui. Bon, après, nos premiers clients étaient en 2021, donc là, on est en train de… En 2022, on est en train de tous les renouveler. Et voilà, il a pris… Oui, je veux mettre à jour. Il y a de la concurrence sur votre activité, oui, là? C'est compétitif. Les étrangers, beaucoup de… Donc, il y a des cabinets de conseil qui sont là depuis 20 ans, hein, en fait, qui ont fait ce travail depuis 20 ans. À l'extrême opposé, il y a des plateformes SaaS qui vous promènent en vous branchant sur des systèmes comptables qui vont faire votre bilan carbone, sauf que pour moi, ça n'a aucune valeur parce qu'aujourd'hui, des euros, ça ne donne pas une idée des émissions, surtout avec l'inflation aujourd'hui des matières premières. Donc, il faut revenir à des données physiques, donc des tonnes d'acier achetées, des kilomètres parcourus et pas des euros d'acier achetés ou des euros d'avion achetés. Donc, nous, on est vraiment sur des données physiques qui sont spécifiques à l'entreprise, en fait. Une question au fond. J'ai une question, est-ce que vous avez une plateforme digitale ou une tableur de ATM? Ah non, non, jamais on a touché les tableurs. Non, justement, on a une plateforme en ligne qui on donne accès aux entreprises qui doivent collecter les données et puis après, ils ont les résultats, ils peuvent comparer d'une année sur l'autre. Et nous, on constitue une base de données qui nous sert à faire des tests de cohérence quand les entreprises rentrent des données, aussi à faire des benchmarks qu'on anonymise pour qu'une boîte, ils adorent se comparer, même si on dit vous le avez, on ne peut pas toujours comparer, mais en fait, quand on leur dit vous émettez 509 tonnes de CO2 par an, ça leur parle pas, alors qu'on leur dit, bah voilà, dans votre secteur, globalement, vous êtes plus ou moins émetteur que des comparables ou des concurrents, ça leur parle et ça les motive aussi à s'améliorer. J'ai la suite pour ma question. Si vous êtes tellement rapide, pourquoi il y a quand même des entreprises qui choisissent les cabinets de conseil? Quelle est la différence? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Je pense que il y a l'ADEME qui a des programmes d'aide de financement pour des bilans carbone. Nous, on est moins cher même sans l'aide. Donc voilà, après,
Puis les consultants, ils sont partout, dans toutes les régions, donc ils sont aussi proches des entreprises. Oui, ils sont déjà introduits. Et vous êtes pas avec l'ADEME aussi? Vous ne faites pas partie de… Nous, on ne rentre pas dans leur case. Ils disent qu'un bilan carbone, c'est 12 jours de travail. Nous, on dit non, ça ne coûte pas 12 000 euros. Votre bilan, il est éligible au reporting extra-financier, il est accepté pour… Bien sûr, oui. Il est parfaitement opposable, auditable. Alors là, il y a une question posée à distance qui rejoint exactement cette thématique-là. Je ne sais pas si on arrive à lire de là où tu es, Corinne. La seconde question, comment avez-vous réussi à vous faire reconnaître par les institutions financières comme fournisseurs de données fiables? Très bonne question. Alors, il faut avoir des premiers clients, quoi. Nous, on a été très drivés dans notre business avec les clients. C'est-à-dire, même le produit a évolué. Au début, on avait des idées, ce n'était pas forcément ce que c'est aujourd'hui. Donc, il faut signer des clients. Et une fois qu'on a des logos, en fait, c'est comme ça que ça se dit. Et en fait, les portes se s'ouvrent. Quand les premiers nous font confiance, on a beaucoup travaillé avec des premiers grandes institutions financières, des banques, Crédit Agricole, APAC, des grands fonds d'investissement, Tikeo, Meridiam, qui nous ont fait confiance au début. Alors, au début, c'était vraiment pas cher ce qu'on a ouvert au début parce qu'il fallait vraiment rentrer. Et on nous a backtesté à plusieurs reprises, notamment France Invest. Ils ont dit, mais c'est pas possible votre truc en 30 points donnés, on peut pas faire le bilan carbone d'une entreprise. On a dit, testez-nous. Donc, ils ont comparé, ils ont pris 5 boîtes du portefeuille de fonds. Ils ont comparé les résultats réalisés par un cabinet de conseil, donc peut-être 30 000 euros. Et nous, on a dit OK, on le fait. Et on était parfaitement en ligne. Et on a même constaté des erreurs, des tests de cohérence. On dit non, là, c'est pas possible vu la taille du bureau, que ça soit tant de kilowattheures. Parce que justement, on a cette base de données qui nous permettent de faire des tests de cohérence. Et eux, ils valaient 30 000 euros. Vous, c'était combien? Je me souviens plus, c'était il y a 2 ans. C'est plus. Non, mais il y avait un ordre de grandeur qui ne correspondait pas et on nous dit non, là, c'est pas possible. Et quand on a une feuille Excel à 30 onglets et des menus déroulants, c'est normal qu'il y ait des erreurs, quoi. Voilà, c'est normal. Vous êtes plutôt dans une logique de protection de votre méthode ou au contraire de l'ouvrir et de la rendre publique? Pour l'instant, on est dans une logique de protection. Ouais. Elle est brevetée? Non. C'est pas très breveté. Je vais me permettre de poser la seconde question à distance parce qu'elle tourne autour de la méthode. Quelle est la fiabilité de vos mesures par rapport à la mesure normative? Quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents? Vous travaillez par norme et par confrontation, par rattachement à une norme selon un process industriel donné, j'imagine. Non, mais déjà, si vous prenez 2 bilans carbone faits par 2 consultants différents, oui, il y aura des différences. Les mêmes résultats. Non. On va dire 2 bilans carbone, effectivement, ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, il ne faut pas s'apesantir sur des 0,1 d'écart. En fait, l'idée, c'est que l'entreprise ait une vision globale avec les gros postes d'émission. On va dire il y a des erreurs de 10%, on va dire. La compta carbone, ce n'est pas de la compta financière. Voilà. Une question? C'est un peu le rush, si j'ai bien compris, c'est un peu le rush maintenant, la déclaration de performance extra-financière et de mesures. Ça va durer combien de temps après toi? Et du coup, est-ce que tu vois ton business évoluer une fois que tu montres à équilibrer les capacités à faire des carbone? Comment tu vois les prochaines années évoluer? Nous, notre vision, c'est d'être un provider de données à terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de données carbone, donc il n'y a pas de marché, mais toutes les institutions financières le demandent. Parce que là, je parle d'un fonds qui a accès à l'entreprise, mais il y a aussi des banques qui ont des milliers de lignes où ils n'ont aucune idée et ils utilisent des proxys qui sont de très pauvre qualité. Et nous, notre pari, c'est qu'à terme, on aura tellement de données et tellement de cas qu'on sera beaucoup plus précis que un Moody's ou un Standard & Poor's, quoi. Nous, c'est là qu'on va. Voilà. Mais bon, voilà, on verra. Chaque jour suffit à sa peine. Je vais savoir, est-ce que vous intervenez uniquement sur la partie bilan carbone ou alors également sur tout ce qui est stratégie de réduction, à savoir la stratégie de climat, stratégie de décarbonation et puis et la compensation? Ou non, c'est plutôt vous êtes en amont sur la partie bilan carbone?
Alors, on fait le calcul et on a une base et de l'analyse de nos analyses carbone qui donne des pistes de décarbonation sur les gros postes. Donc, on donne des pistes, mais on n'accompagne pas l'entreprise sur toute l'année pour mettre en place les projets. Là, on peut avoir des partenariats avec des sociétés de conseil. Ça, c'est pas notre modèle. Mais dans notre offre standard, il y a des pistes de décarbonation. Je vais poser une dernière question. Vous avez mis combien de temps pour avoir votre premier grand client? Parce qu'on sait que c'est le plus dur à avoir. Alors, mon premier gros client, ouais, je m'en souviens très bien. On a sorti le champagne. Alors, donc, on a créé la boîte en septembre 2020. Pendant un an, on a essayé un truc. On a fait beaucoup de R&D sectoriel pour produire des données qui soient différentes de ce qui est déjà vendu par Standard & Poor's, Moody's à partir de asset-based data. Bon, bref, on a fait plein de choses. On a rencontré beaucoup d'asset managers, puis ça prenait pas. Et donc, un an plus tard, on a utilisé cette R&D, dit on va changer, on va pas s'adresser aux asset managers qui investissent sur le côté, on va regarder sur le non-côté où là, il n'y a rien. C'est océan bleu, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire vite fait un petit calculateur simple et en un mois, j'ai eu mon premier client. Et donc là, on s'est dit, bon, on a un truc. Donc, voilà. Donc, un an, un mois, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une incitation fiscale, étatique, pour réduire l'empreinte carbone des grandes sociétés ou des sociétés en général? Où on en est là-dessus? Moi, je n'ai pas trop suivi. La taxe carbone, c'est dans les choux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe une incitation vraiment forte, numérique, quoi? Et ça va se mettre en place ou bien? C'est réglementaire. De manière indirecte, avec la taxe carbone sur les industries très émissives, ils le payent directement en Europe avec le système des quotas. L'Europe est en train d'essayer de mettre en place un taxe carbone aux frontières, ils ne l'appellent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Ça va être compliqué et en fait, si c'est mis en place et que la tonne de carbone, elle vaut 100 €, 200 €, je ne sais pas combien, ça va de manière indirecte s'impacter dans les PNL des entreprises parce qu'ils achètent des choses en Chine aujourd'hui, partout, tous, ils ont tous la même supply chain. Donc, une fois que ça va traverser l'Europe, pouf, taxe carbone, donc les matières premières vont augmenter. Donc, ça sera ça la motivation à terme, avec beaucoup de si. Hein, voilà. Aujourd'hui, l'accès au financement, c'est justement là le levier que tu as regardé. L'accès au financement, il y a énormément de reporting extra-financier. Il y a quand même une grosse pression. Moi, j'ai l'impression qu'en 3 ans, j'ai vu un shift quand même assez important des financeurs vers des investissements green et pas brown. Et donc, comment est-ce qu'ils estiment ce qui est… Enfin, je ne sais pas quel est ton… Oui, c'est ça. Oui. Mais ça commence tout juste. Hein. D'accord. Ils en parlent beaucoup alors, en tout cas. Oui. Et vos clients, c'est plutôt les entreprises ou plutôt des fonds, les financeurs? Alors, en fait, notre go-to-market, c'est donc la manière dont on adresse le marché. On n'adresse pas les entreprises. En revanche, qui paye à la fin? Parfois c'est le fonds, parfois c'est la boîte. Et puis il y a plein de boîtes qui viennent aussi en inbound, qui veulent se dire j'ai un appel d'offres, il faut que je fasse mon bilan carbone. Je lève de l'argent, j'ai besoin de mon bilan carbone. Je veux avoir le label, je sais pas quoi, je veux mon bilan carbone. Donc on a des clients qui rentrent comme ça, mais on va pas les chercher. Donc vraiment, on s'adresse aux institutions financières. La méthode est valable sur tous les secteurs. Est-ce que, en fait, elle est basée plutôt sur des données, vraiment sur des données externes à l'entreprise ou sur des données internes à l'entreprise? Les deux, parce qu'en fait, un bilan carbone, très simplement, c'est une somme de produits. C'est des données d'activité de l'entreprise. J'ai fait tant de kilomètres en avion, j'ai fait tant de kilomètres en voiture, j'ai acheté tant de tonnes de CO2 d'acier, j'ai acheté tant de tonnes de bois qui viennent de je ne sais pas où, tant de tonnes de coton qui viennent du Bangladesh. Multiplié, donc ça, c'est des données qui sont fournies par l'entreprise, qui s'appellent les données d'activité. On multiplie par des facteurs d'émission qui disent une tonne d'acier acheté en Chine, c'est tant de tonnes de CO2. Oui, mais si c'est de l'aluminium recyclé, c'est comme si. Donc voilà, et ça, c'est des bases qui sont fournies par des instituts de référence comme l'ADEME ou des bases privées comme EcoInvent, et après des bases très sectorielles qu'on trouve. Et donc, nous, on est abonnés, on achète ou on connaît toutes ces bases. Donc, ça couvre tous les secteurs. Oui.
Parfois, il n'y a pas de facteur d'émission, donc on va chercher des articles de recherche, donc il y a aussi du travail là-dessus. Uniquement du scope 1 ou ça va... Donc nous, non. Si on veut être sérieux sur le sujet du climat, il faut faire scope 1, 2 et 3, donc, et également les émissions indirectes liées à sa chaîne, ses fournisseurs et l'utilisation des produits vendus, donc amont et aval. En termes de diversification sectorielle, on a une question posée à distance. Je cherche à développer un outil pour faire du bilan carbone rapide pour des exploitations maraîchères en une journée de travail, pour afficher des données précises en magasin. Pourriez-vous être intéressé pour un co-développement? Oui, allons-y, discutez-moi, contactez-moi. Il faut déjà qu'on serve nos clients. Donc, voilà, on saurait faire ça. Voilà, donc message pour Guillaume Desroques. Merci. N'hésitez pas à contacter Corinne directement. Voilà. Frédéric, j'avais une question. Merci pour cette exposé. Donc, vous vendez en termes d'abonnement logiciel, c'est ça? En fait, nous, nos services, c'est une plateforme et aussi des analystes, hein, parce qu'il n'y a pas de secret. Oui. Et surtout, les entreprises, elles sont souvent perdues, elles ont besoin d'accompagnement pour à la fois savoir ce qu'il faut collecter comme données et aussi pour interpréter les résultats. Donc, nous, c'est un service mixte, mais qui s'automatise et s'industrialise. Nous, on a vu notre progrès au début, quand on a créé la boîte, on envoyait des Google Sheets, hein, je vous dis. Et puis, j'avais une super démo, je montrais une plateforme, et puis en fait, à la fin, je délivrais avec une Google Sheet. Je leur envoyais une sorte de feuille Excel avec les 30 points de données dont j'avais besoin. On crunchait les chiffres. Puis, on a réussi à recruter un développeur. Donc là, on a développé la plateforme. Et après, c'est devenu une plateforme en ligne. Et là, on a gagné, je sais pas, les clients, ils remplissaient en 3 fois moins de temps. Voilà, à chaque fois, on réduisait. Et maintenant, on a, nous, après, faire les calculs, trouver les bons facteurs d'émission, on a beaucoup gagné en temps à produire les résultats. Donc, il y a un peu de consulting, d'ingénierie et puis l'abonnement. Il n'y a pas de secret, un bilan carbone, ce n'est pas automatique. Malgré tout ce que peuvent vous dire des gens qui se disent « je me branche à ton système comptable, je te fais mon carbone ». Merci Corinne. On voit que là, on a... J'ai une petite question. Quel est le pourcentage de sociétés qui font un bilan carbone et qui, après l'année d'après, font une évolution? Je vous dirai à la fin de 2023, parce que le précédent était 2022. Donc, nous, notre but, c'est que toutes il y en a qui sont déjà abonnés, il y en a qui ont juste fait un test, on va peut-être voir. Merci Corinne. On va peut-être passer la parole à notre prochain intervenant, qui est Joseph Hermet, qui est cofondateur d'une école spécialisée, enfin qui se spécialise, l'école de commerce se spécialise sur les métiers de la transition énergétique. Un vaste programme. Vaste programme, merci Didier, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler de Climat School. C'est l'école que j'ai créée. Alors, pourquoi j'ai créé cette école? En fait, peut-être un petit retour sur le parcours. Moi, je suis ingénieur de formation et j'ai fait ensuite 8 ans de private equity, 8 ans de capital investissement. Donc, à investir dans des entreprises, dans des startups et des projets et des porteurs de projets. Donc, ça finissait par me mordre les mollets et me brûler les doigts d'entreprendre moi-même. Donc, voilà, il y a quelques mois, j'ai décidé d'être le porteur d'un projet et de me lancer dans une entreprise. Ensuite, pourquoi la transition écologique et pourquoi les enjeux du climat? Bon, il a fait 42 degrés à Paris cet été, donc il y a un peu une urgence. Et comme Corinne, moi j'ai lu sur la plage le rapport Meadows et j'ai lu les cours de Janco pendant le confinement. Donc voilà, ça commençait à infuser aussi à titre personnel. Il y a une vraie demande à la fois des entreprises qui ont besoin de personnel formé. Enfin, je pense que vous êtes témoin de ça, d'avoir des jeunes qui sont compétents sur ces enjeux-là. Nous, on le constate au quotidien. Enfin, des départements RSE, des sociétés de conseil qui ont besoin qui développent ces thématiques dans le domaine de la transition. Et de l'autre côté, on a des étudiants qui sont en demande, vous l'avez vu, les jeunes de Polytechnique, d'agro qui crient pour le climat, mais il n'y a pas que cela, il y a tous les 800 000 qui sortent chaque année dans le système d'éducation supérieure. Et donc, l'idée, c'était de croiser tout ça et de faire une école. Du point de vue de l'ancien financier que je suis, le secteur de l'éducation, c'est quand même un bon secteur parce qu'il est en croissance. Il y a pour vous donner un peu de chiffres, entre 2004
Et 2010, il y a une augmentation de la natalité en France qui fait qu'il y a une croissance intrinsèque du nombre d'étudiants qui arrivent sur le marché. Donc, ça donne du vent dans les voiles pour les nouveaux qui veulent se lancer. Donc, ça, c'est favorable. Et puis, il ne vous aura pas échappé aussi peut-être qu'il y a une grosse démarche du gouvernement sur l'apprentissage, pour booster l'apprentissage. Et donc, on est passé de 760 000 personnes, enfin, étudiants en apprentissage en 2021. Ils veulent pousser à la fin du quinquennat jusqu'à 1 million. Et donc, ça donne aussi un véritable appel d'air pour les écoles qui veulent offrir de l'apprentissage aux jeunes étudiants. Donc voilà un peu sur la base de la jeunesse du projet. Alors, qu'est-ce que c'est que le Climat School? J'imagine que vous bouillonnez un peu tous pour savoir. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner sur 5 ans, des cours à la fois sur les enjeux business, on va dire classiques, stratégie, finance, etc., marketing, et aussi, mais surtout, de les aligner avec les autres 50% du programme qui sont des cours sur la stratégie de décarbonation, sur apprendre à utiliser des outils super comme Carbometrics, ou voilà, du droit de l'environnement, etc., pour ensuite, en entreprise, après être capable d'aller, voilà, il faut s'y mettre, il faut décarboner, il faut faire la transition énergétique parce que il y a bientôt plus de pétrole et il fait trop chaud, voilà. Donc ça c'est pas le cœur différenciant de l'école, c'est qu'on est à peu près les seuls. Enfin, moi c'est ce que les étudiants me disent, hein, je ne fais pas de show-off, on est parmi les seuls à proposer ça. Donc justement, qui sont les candidats intéressés? Plusieurs choses. Il y a en fait les clients, il y a évidemment les candidats, il y a aussi les parents. Les candidats d'abord, ce sont des gens qui sont tous un peu anxieux de ces enjeux écologiques. Ils sont parfois éco-délégués. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les lycées maintenant, dans chaque classe, il y a un éco-délégué qui doit mettre en place des actions écologiques dans son lycée. Donc voilà, on a souvent ce type de personne qui vient frapper à la porte. Et puis, globalement, les jeunes, un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la marche pour le climat, il y a quand même beaucoup maintenant de jeunes qui pensent que c'est l'avenir aussi de se former, d'avoir des compétences sur ça, parce que c'est le sens de l'histoire, la transition énergétique et climatique. Voilà. Ensuite, les parents, ils ont lu la BD de Jancovici qu'ils ont eu à Noël. Et ils sont de plus en plus aussi, pareil, sensibilisés aux enjeux climat, énergie, et ils ont bien compris qu'il se passe des choses et que les entreprises recrutent, oui, parce que il faut tacler ce problème-là. Ensuite, que vous dire peut-être sur quels sont les défis qui sont devant moi. L'enseignement supérieur privé, c'est un secteur qui est extrêmement compétitif. Pour exister, c'est un enjeu de branding. Donc, il y a un véritable sujet d'exister sur les réseaux sociaux, etc. Savoir communiquer avec les jeunes et avec son audience. Donc, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quand on est une école, il faut en mettre dans l'assiette. Donc, il faut des professeurs qui soient super compétents et qui soient enthousiastes et proches des entreprises. Je fais une petite parenthèse, je recrute des professeurs, donc voilà, ceux qui sont intéressés, on se voit à la fin. Mais bref, non, trêve de plaisanterie, voilà, de construire un programme qui soit cohérent et crédible, parce qu'il y a un enjeu de crédibilité pour pas tomber dans le greenwashing que certains peuvent essayer de faire pour capter justement cette nouvelle demande des étudiants. Donc, nous, on ne veut pas tomber là-dedans. Et le dernier, c'est l'immobilier. Hein. Je vous cache pas, pour trouver des locaux qui soient ERP comme ici, c'est compliqué. Donc là, on est en train de trouver nos nouveaux locaux, mais ça demande de mettre un kimonet et de la chasse qui est quand même compliquée à Paris. Voilà. Et le dernier point, pour rebondir sur la transition énergétique, parce que à quoi ça sert de faire une école, quel est l'impact? J'ai regardé pour vous une étude de l'université au Québec. Ils ont montré que si on suit un an un cours sur l'écologie, après au bout de 5 ans, on a fait une réduction de 2,8 tonnes de CO2 émis par personne, donc par étudiant. Et le bilan carbone d'un Français, c'est à peu près 10 tonnes. Donc vous voyez, c'est quand même un impact qui est non nul. J'ai pas encore l'accord d'élèves formés sur la durée, mais on peut imaginer quand même avoir un impact déjà sur le comportement des élèves eux-mêmes avant même leur activité professionnelle. Ensuite, évidemment, il y aura ce qu'ils vont faire dans la vie, et évidemment ça comptera peut-être dans le bilan carbone de l'école, mais ça sera évidemment plus difficile à calculer. Donc rendez-vous dans 5 ans. Voilà. Merci à tous. Corinne? J'ai une question.
La formation, c'est un bachelor, un master, un apprentissage, c'est dans quel cadre tu te positionnes? Alors oui, tout à fait, merci Corinne. La formation, c'est en 5 ans. C'est d'abord un bachelor en 3 ans, 2 ans sans alternance, et ensuite, au bout de la 3e année, ils peuvent commencer l'alternance. Et ensuite, après le bachelor, ils peuvent pousser et faire un master. Donc, on a des étudiants qui viennent nous voir directement pour le master et d'autres qui veulent faire le full track 5 ans. Et il faut que tu te mettes dans Parcoursup ou c'est comme Alors, on peut le faire sur Parcoursup, on peut le faire hors Parcoursup. Pour se mettre sur Parcoursup, c'est un petit peu compliqué quand on est jeune élève, donc jeune école, pardon. Donc, pour l'instant, on est hors Parcoursup. Il y a suffisamment de demandes pour l'instant, on existe comme ça. Et peut-être qu'après, on ira sur Parcoursup si on a suffisamment de caisses pour encaisser la demande. Et comment tu vas trouver tes premiers élèves? Pardon. Les élèves, tu vas trouver tes premiers élèves, oui. Les élèves, on les trouve donc via les réseaux sociaux, via la pub digital marketing, et ainsi que via des aiguilleurs pour l'orientation sur Internet, des sites qui permettent d'orienter les jeunes élèves. Et donc ensuite, ils guident les élèves qui sont intéressés vers l'Afrique. On a pu faire quelques salons étudiants de mémoire. Et oui, il y a des salons étudiants. Alors les salons étudiants, c'est plus que c'était avant le Covid, c'était très intense. C'est apparemment, selon les secteurs, les autres acteurs du secteur, c'est un peu moins bon sur la partie ROI, enfin investissement. Mais néanmoins, c'est effectivement un moyen de rencontrer les élèves et les familles. Ta première rentrée, ce sera combien? Pardon, je m'excuse, encore une question. Ta première rentrée, ce sera combien? Là, on tape sur à peu près 50-60 élèves à la rentrée prochaine. Ah, oui. Si on regarde le rapport du Shift Project sur l'évolution de l'emploi, les gros besoins, c'est la rémunération du bâtiment, c'est l'agriculture, et puis c'est le transport. Est-ce qu'il y a un cursus qui est prévu sur ces 3 domaines? En fait, le besoin, il est large. Alors certes, il est dans ces secteurs-là. Après, il y en a d'autres. Nous, on va pas former tout de suite à faire des métiers manuels, mais néanmoins, il y a d'autres besoins dans les entreprises. Et enfin, nous, on traite ces autres besoins-là. Voilà. Et est-ce que vous avez, à part des élèves, des jeunes, des vieux qui viennent se former chez vous? Alors, pour bénéficier de l'alternance, la limite, c'est 30 ans. Donc, mécaniquement, il y a un majorant. Mais si vous êtes candidat, on peut faire un effort. Ça va être difficile. J'avais une question piège. J'avais une question piège, donc tu auras droit à une question piège pour moi tout à l'heure. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'étais directrice RSE pour Bouygues Construction. Et donc, j'avais des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient « j'ai un master RSE ou j'hésite à aller dans un master d'environnement, etc. » Je dis « mais apprends plutôt à faire ton métier de manière environnementale, décarbone dans ton métier. Mais moi, je préfère avoir quelqu'un qui est un ingénieur de construction et qui sait comment faire de la construction durable. » Et donc, en fait, je dois dire qu'à cette époque, je m'opposais, mais aux jeunes que je conseillais, je leur disais, apprends plutôt à faire ton métier de manière vertueuse. Donc toi, par rapport à cette réponse, comment est-ce que tu te situes? Moi, en fait, je suis en lien avec plusieurs entreprises qui me disent avoir des besoins pour traiter ces enjeux de stratégie carbone. Et j'ai le sentiment que la formation qu'on donne aux élèves va vraiment avoir un impact, parce que, enfin, moi, je suis comme vous, j'ai envie de pas être dans le cinéma, parce qu'il y a une véritable urgence, et de pas tomber dans le greenwashing. Donc, on verra à l'avenir avec les chiffres, les cohortes, combien on a réussi à impacter. Mais moi, j'ai le sentiment que maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des projets qui sont cohérents du point de vue du climat et qui sont plus dans le juste prétendre, mais agir. Et donc, c'est plutôt vers ces entreprises-là qu'on a envie de les orienter, et pas ceux qui sont encore dans le paraître. Oui, et puis peut-être d'avoir une vue plus globale qu'une vue purement métier. C'est peut-être ça ton idée? Oui, bien sûr. Et évidemment, en fait, les étudiants, ils lisent la presse, mais ils ne sont pas formés, ils ne savent pas quels sont les enjeux, quels sont les délais, les volumes. Et donc, on leur apprend, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de leur faire on appelle ça une piscine écologique. On leur fait 2 semaines où on leur met une petite claque, et puis ensuite, on leur donne l'espoir en leur donnant des cours. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner une idée du coût annuel de la formation et est-ce que vous êtes éligible à le coût annuel de la formation est 2 fois moins élevé que la moyenne des écoles en France.
c'est-à-dire la moyenne c'est 12 000, nous on est à 6 600. Et les mécanismes d'aide, en fait, les étudiants n'ont rien à financer à partir du moment où ils sont en alternance. Voilà. Donc 60% des cours sont gratuits. Une question posée par un ami à distance. Pensez-vous à terme développer des partenariats avec d'autres écoles? En fait, je pense qu'il faut 15 écoles comme la nôtre en France. Il faut des écoles d'ingénieurs qui fassent pareil. La première pierre, c'est une école de commerce, mais peut-être qu'il faudrait développer ce type d'enseignement sur d'autres verticales de l'enseignement. Des partenariats avec des grandes écoles, pourquoi pas. Pour l'instant, moi, je trace mon chemin parce que l'université fait ses annonces, mais ça va être long. Les grandes écoles sont prisonnières de leur cours historique, etc. Donc, enfin, vous voyez, peut-être pourquoi pas, mais c'est pas à l'ordre du jour. Non. Est-ce que c'est pas ça la réponse en partie à la question de Chloé? C'est-à-dire qu'à travers tes programmes master, tu offres un complément de formation à ceux qui ont suivi des formations ailleurs, voire la destination d'une formation professionnelle qualifiante plus tard dans la vie professionnelle. Si, ça peut être ça aussi, ouais, effectivement. Ça pourrait être une école d'applique, par exemple. Je n'ai pas cette prétention, Philippe. Bonne idée. Merci Joseph. Bon, merci. On va pouvoir poser des questions encore à Joseph pour ceux qui le souhaitent, notamment lors du pôle après. On peut passer la parole à Chloé. Chloé Claire, qui travaille aussi sur les données de performance énergétique, mais des bâtiments. Ah, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Et je prendrai tes questions pièges. Donc, moi, je suis X-Pont architecte. Alors, quand on est ingénieur et architecte, on a un peu deux voies. Soit on fait des grands ouvrages d'art parce que ça mêle à la fois l'esthétique et les forces en présence, soit on peut partir plutôt dans la conception des bâtiments passifs et durables parce que c'est via en fait des équations d'ingénierie et leur propre esthétique organisation qu'on peut les rendre véritablement durables et efficaces. Donc j'ai choisi cette voie-là. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé, je disais tout à l'heure chez Bouygues Construction, j'ai travaillé plutôt à l'international, chez des gros acteurs du BTP et toujours en tant que directrice technique de conception, etc. Donc, un gros background là-dessus. Et puis, je me suis retrouvée au COMEX de Vinci Construction en charge de l'innovation, du bilan carbone avec les fameux onglets d'une débilité affligeante. Je partage 100% cet accompagnement. Et avec, en fait, le problème, c'est quand on a fait sa carrière dans le bâtiment et sur des chantiers, même si on était dans la partie technique, on a toujours... même si on n'est pas soi-même entrepreneur, je pense qu'il y a un côté de voir les choses se faire devant soi. Et quand on est dans un COMEX, tout à coup, moi, je trouvais que je n'avais plus du tout de levier sur ce que je faisais, qu'en effet, faire des bilans carbone débiles faisait partie de mon scope. Et je trouvais que c'était assez affligeant. Et donc, j'avais envie de faire autre chose où, justement, je pourrais avoir plus d'impact, mais pas nécessairement écologique, vraiment de l'impact tout simplement en tant que travailleuse. Et j'ai croisé la route d'une entreprise qui s'appelle Nemer, qui existait depuis 3 ans, donc maintenant Nemer existe depuis 5 ans, et qui produit des données sur le bâtiment, mais qui n'avait pas vraiment de business model, qui n'arrivait pas à me les vendre alors que j'étais prête à les acheter, donc c'est assez rare d'être dans cette position-là. Et petit à petit, je suis devenue amie avec le fondateur et qui m'a dit qu'il y avait de la tech pendant 3 ans, je vous dirais quelle tech vraiment de haute qualité, mais que la suite était à reprendre. Donc, je suis invitée au club des créateurs, mais je suis plutôt une repreneuse. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard quand j'ai vu qu'en fait, j'avais repris la boîte dans une situation financière complexe et qu'on s'en est sorti. Donc, c'est un peu ce type-là. Mais ce qui m'a fait venir, c'était cette image, cette vision qu'en fait, on peut, à partir de données, je pense que ça rejoint pas mal... toi aussi, Corinne, cette vision, c'est qu'à partir de données, à partir d'un meilleur calcul, d'une meilleure vision globale, on peut aller faire les choses de manière plus efficace. Et donc, l'idée de Nemer, c'est de décrire le monde physique par la donnée, et donc, en l'occurrence, les bâtiments et les territoires, et de créer des données premium, donc aujourd'hui sur le territoire français, qui permettent de caractériser à la fois la morphologie de tous les bâtiments, donc des choses toutes bêtes comme, toutes bêtes et pas si simple que ça, mais le nombre de mètres carrés, habitables, les surfaces, les ratios de surface végétalisée, des distances, énormément de quantités, de morphologie, de nombre d'étages.
mais aussi très qualitative et surtout sur les thématiques écologiques. Comment est-ce qu'on caractérise un bâtiment du point de vue de sa performance énergétique, de ses potentiels de renouvelables, de ses risques climatiques et de son adaptation. Et on produit ces données. Donc, comme je vous disais qu'il y avait eu beaucoup de tech, le noyau dur de Nemer, depuis sa création, c'est de produire des données à l'aide de machine learning, soit de deep learning via de la computer vision, soit de machine learning sur des données type des surfaces ou des périodes de construction, par exemple, et ensuite d'y ajouter de la connaissance métier. C'est un peu là que j'interviens, parce que jusqu'à maintenant, le deep learning, ce n'était pas trop mon truc. Donc, la compréhension de ces données, parce qu'en effet, c'est plus intéressant de regarder une valeur, et vous tous ingénieurs, c'est pas vous que je vais l'apprendre, et de comprendre en fait son sens physique pour pouvoir faire quelque chose avec, plutôt qu'avoir juste des choses très prédites. Et donc, on a chez nous des thermiciens, climatologues, etc., qui permettent de donner un sens à nos données. Donc, pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui dans notre base de données le diagnostic de performance énergétique prédit, évalué, à la fois avec du machine learning et des thermiciens, de tous les bâtiments de France. C'est-à-dire que l'ADEME publie 5% des bâtiments parce que c'est ce qui existe aujourd'hui, mais nous, on l'a sur tous les bâtiments. Donc, on peut faire plein de choses avec. Et donc, on a développé une plateforme parce qu'on a voulu être fournisseur de données premium. Et en fait, on n'a pas trouvé notre business model comme ça. J'ai aussi mis un an, donc à mon arrivée chez Nemer, à essayer de trouver des bons business models. Et on s'est rendu compte qu'on était un peu trop vite une commodity, c'est-à-dire qu'en fait, nos données coûtaient très cher à produire. On est une 50aine de personnes chez Nemer. Il y a 35 ingénieurs entre les ingénieurs métiers et les data scientists, data engineers, etc. Donc, c'est très lourd à porter. Et que la valeur qui était donnée quand on livre que des données en API était vraiment très, très petite. Et donc, petit à petit, surtout, nos données permettent de passer à l'action pour révéler un potentiel de rénovation, que ce soit un potentiel de rénovation énergétique, de rénovation de production d'énergie, donc renouvelable, de rénovation, adaptation à une problématique de changement climatique. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est finalement, comme on ne parle pas à des spécialistes, les emmener, les prendre par la main pour passer à l'action. Donc, on distribue tout ça sous forme de plateforme. Et à partir du moment où il y a une plateforme, une interface, où on choisit un bâtiment par une adresse ou en cliquant sur un bâtiment, qu'apparaît un diagnostic sur la thématique envisagée, donc par exemple de rénovation énergétique, voilà, on pense que ce bâtiment a un DPE de F, qu'il est de telle période de construction, il fait tant de mètres carrés. Donc, au clic d'après, on est capable de vous dire, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez passer votre bâtiment avec un DPE de F ou de D ou un DPE A, combien ça vous coûterait. Et à propos, si vous êtes un particulier ou si vous êtes une entreprise, vous mettez un peu votre profil en 2-3 clics et on vous dit à quelles aides vous êtes éligible. Et voilà. Et donc, ce genre de plateforme, ça se vend aux banques, aux banques de détail qui désirent accompagner leurs clients. Vous l'avez vu, sans doute, vos banques vous ont mobilisé sur la rénovation énergétique si vous avez des crédits immobiliers en cours. Ça se vend aux assureurs. Là, on arrive à faire de la data as a service parce qu'il donne beaucoup de valeur à la caractérisation des bâtiments pour les problématiques de multirisque habitation et en particulier de changement climatique, etc. Et puis les collectivités, parce qu'elles veulent engager les citoyens. Elles ont des plans, des SRADET, des tas de trucs réglementaires qui leur demandent en fait d'agir aussi bien sur leur propre parc immobilier, mais aussi sur tout celui de leurs citoyens. Donc, on est un peu l'acteur qui accompagne les gens qui accélèrent, qui financent la transition énergétique ou écologique suivant des bâtiments. Et c'est vrai qu'on a fait toute cette mutation-là. Donc, moi, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Nemer et on a fait toute cette mutation. Et là, ça y est, l'accélération est là, non seulement par une meilleure maturité et compréhension de notre go-to-market. Voilà, quand on arrive à signer un client en 1 mois, c'est qu'en effet, on l'a trouvé, mais aussi toutes les banques qu'on allait voir il y a 1 an, à peu près avec, alors peut-être on avait des plateformes un peu moins sexy, mais globalement avec la même idée, elles disaient ouais, c'est très, très, très bien. Oui, non, passer un contrat, oui, on va voir, on se rappelle dans 2 mois. Et puis tout à coup, en septembre, elles étaient toutes là, parce que la réglementation était là en particulier. La réglementation, c'est quand même ce qui fait avancer les choses, soyons très clairs. Et donc là, il y a une très forte accélération. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les bâtiments, et puis ce qui était dit en introduction sur l'énergie. Bien sûr, on voyait qu'un litre d'essence, c'était difficile finalement de rentrer en compétition avec un litre d'essence. Par contre,
Si on fait aujourd'hui des trajectoires carbone et qu'on se dit qu'on veut être neutre en 2040, en 2050, etc., donc on fait des trajectoires, on se dit on va commencer par là où c'est facile, et puis peut-être qu'en 2035, on aura l'avion à hydrogène, mais enfin pour le moment, on ne l'a pas. Donc il faut commencer avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a uniquement un problème financier. Il y a zéro R&D. Alors, il y a de la R&D pour améliorer les moteurs, les trucs. Mais en vrai, vous isolez votre bâtiment, vous changez un peu les facteurs de chauffage, vous l'isolez très très bien, etc. C'est fait. C'est fait, vous passez de 450 kWh par an et par mètre carré à 50 ou à 100, on va dire, si vous n'avez pas pu faire l'isolation par l'extérieur. Mais globalement, c'est à la portée de tous. Et c'est pour ça que c'est génial de bosser dans la réno énergétique, parce qu'on peut le faire. Et c'est vraiment, pour tous ceux qui sont engagés dans le climat, c'est ce qu'il y a à faire dans les 5 prochaines années, parce que c'est ce qui ne nécessite pas de R&D. Et puis, toutes les autres idées hyper intéressantes que vous croisez, qui seront matures dans 5 ans, voilà, elles seront là dans 5 ans. Et donc, voilà. Donc moi, je fais de la techno pour un secteur qui n'est pas si techno, parce qu'il faut juste passer à l'action. Est-ce que quand on parle de rénovation énergétique, on parle moins consommer d'électricité ou d'énergie pour se chauffer, mais c'est aussi pour avoir moins chaud l'été, parce que moi je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même ça le sujet. Moi j'ai rarement froid chez moi, en revanche, je chauffe peu, mais en revanche j'ai très très chaud, et donc je ne mets pas d'air conditionné, mais peut-être un jour il faudra. Donc est-ce que quand on parle de rénovation énergétique, ça pense ça aussi? Est-ce que isoler pour moins consommer l'hiver, c'est la même chose que isoler pour avoir moins chaud l'été? Alors, d'abord, il y a un phénomène de confort. Si tu es dans une passoire énergétique, s'il fait chaud dehors, tu auras d'autant plus chaud. Donc, clairement, quand tu isoles, il y a un phénomène de confort. Par contre, aujourd'hui, les réglementations ne sont que sur la partie chauffage et pas sur la partie confort. Par contre, vous avez vu que tout ce qui est du domaine de l'îlot de chaleur, en fait, la chaleur, c'est moins ton appartement, ta maison, plutôt qu'un environnement global. Donc, c'est plus au niveau du quartier que ça se joue. Et on a fait un projet de R&D où on a justement fait sur un carreau de 200 mètres par 200 mètres sur toutes les villes de France. On a caractérisé l'occupation du sol et on a en fait le bilan de l'effet de l'îlot de chaleur et ce qu'il fallait faire pour faire descendre cette température en ville. Et de nouveau, on a fait une tech monstrueuse à base de reconnaissance d'images satellitaires, de croisement avec des données ultra complexes pour à la fin dire, si vous rajoutez... si vous végétalisez toutes les cours d'école de ce quartier à hauteur de 1,5, si tous les trottoirs qui font plus de 2 mètres de large, vous les végétalisez sur 1 mètre, eh bien, vous pourrez faire baisser le niveau global d'échauffement de 3, 4, 5 degrés. Et voilà. Non, mais c'est ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que de nouveau, on fait une énorme tech parce qu'il faut avoir les données avant pour pouvoir passer à l'action. Et après, les solutions, il faut mettre de la nature en ville. Il faut peindre ses toits en blanc. Voilà, quand c'est un bâtiment historique, etc., c'est difficile. Mais peindre son toit en blanc, c'est déjà la première chose à faire pour faire baisser la température dans un bâtiment. Donc, les solutions, de nouveau, elles existent. Mais clairement, la partie, les collectivités, disons que sur la partie échauffement, on s'en occupe plus pour les populations qui sont plus faibles, c'est-à-dire les seniors ou les lieux pour les plus jeunes enfants. Mais ce n'est pas encore réglementaire. Donc, on retombe un peu dans le nice to have où il y a des gens qui disent « Ah, ce serait bien de le faire », mais ils n'y passent pas encore. Mais quand même, ça devient encore 1 ou 2 étés, on est bon. Mais en vrai, c'est dans la conception du bâtiment à l'origine et dans le fait d'avoir du traversant, des courants d'air, etc., tout simplement, des phénomènes, les maisons marocaines avec des patios où il y a de l'eau, c'est ça qui rafraîchit. Enfin, en général, l'habitat vernaculaire était la bonne solution. Donc, ça, c'est plus difficile à rattraper en termes de rénovation. Comment tu gères les bâtiments immeubles en copropriété? Alors, passer à l'action en copropriété, c'est 2 choses. Soit on propose l'action pour son propre logement, donc isolation par l'intérieur, fenêtres, etc. Et ensuite, on veut proposer un module pour engager ta copro. Et l'État va aussi... il y a un vrai problème parce que celui qui habite sous les toits, il est F, et celui qui habite au milieu, il peut être D. Donc, quand il passe en copro, qui a 30 000 € à payer pour isoler la toiture, celui qui est D, il dit « Bon, on fera dans 2-3 ans, pas tout de suite en tout cas ». Et donc, l'idée, c'est de passer à des DPE d'immeubles pour qu'en fait, ce n'est pas ceux qui sont finalement
les plus défavorisés de par leur localisation, entre guillemets, dans le volume de l'immeuble, pour que les copros passent à l'action. Mais ça aussi pour nous, c'est un des modules futurs qu'on va faire, parce qu'il y a aussi des aides pour les copros, donc quand la personne puisse aller voir sa copro, genre, regardez, je sais déjà, il y a toutes ces aides, voilà ce qu'on pourrait faire, donc aussi pour aider de ce point de vue-là. Mais c'est le vrai pain point après les maisons individuelles, et voilà. Par quelle astuce vous avez réussi à avoir la performance énergétique de 100% des bâtiments français? Alors, ce n'est pas du tout une astuce. En fait, pour calculer un DPE, il y a une méthode. Il y a toujours des méthodes normatives hyper claires. Et nous, on fait un proxy. C'est-à-dire qu'en fait, et là, on utilise beaucoup de machine learning. Donc, pour calculer un DPE en machine learning, ce qu'on fait, c'est qu'on on prend la ground truth, donc tous les DPE existants, et puis on va entraîner notre algorithme. Et pour ça, il lui faut des features, c'est-à-dire des caractéristiques communes entre les différents bâtiments pour qu'ils puissent trouver le bon label. Et ces features, c'est finalement tout ce qu'a fait Nemer pendant 3 ans, c'est trouver les périodes de construction, ça c'est avec du machine learning, c'est trouver par exemple quelle typologie de toit il y a, ça c'est de la computer vision, quel matériau de toit, etc. Donc c'est un très, très gros travail, mais en plus il y a un travail aussi métier, c'est-à-dire que dans n'importe quel algorithme de machine learning, shit in, big shit out quand même, donc il ne faut pas rentrer n'importe quoi. Or, vous avez vu tous ces articles dernièrement, on parle beaucoup des DPE, il y a quand même beaucoup de DPE qui sont décriés. La méthode précédente, si vous aviez un bâtiment avant 1948 et vous donniez votre facture énergétique et vous n'y étiez pas allé depuis 3 ans parce que c'est votre vieille maison, etc., vous pouviez être A avec une bonne vieille maison bien pourrie. Et donc tout ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris les DPE de l'ADEME qui existent, qui sont publiés. Tous vos DPE, votre diagnostiqueur l'envoie à l'ADEME, donc ils sont publics. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est enlever tous les biais de personnes. Quand vous avez un diagnostiqueur en face de vous qui vous dit « Ah, vous êtes entre des… donc vous faites un grand sourire, vous dites « Si je suis entre les deux, mais moi des, forcément. » Vous avez des gros pics au passage de chaque frontière qui ne sont pas la réalité. Et puis, vous avez des problématiques de calcul et puis des erreurs humaines. Mais ça se retrouve facilement. Et donc, en fait, à partir des 2 millions de ground truths qui existent, nous, on nourrit notre algo qu'à partir de 800 000 DPE. Donc, il y a quand même une grosse réduction. Et cette réduction-là, elle est faite principalement avec des outils métiers, de se dire est-ce que c'est plausible. Donc, évidemment, avec beaucoup de règles, etc. Donc, c'est un mix de connaissances métiers thermiques et ensuite d'algorithmie de machine learning. Et là, on a juste assez de DPE du nouveau calcul pour relancer intégralement et pouvoir vous donner maintenant votre DPE dans la nouvelle règle. Et comment tenir compte des travaux qui ont déjà été faits, d'isolation, etc. Alors, c'est là que en fait, la limite du système, on ne connaît pas les travaux, mais les gens qui se renseignent, c'est quand ils n'ont pas fait de travaux. Et notre plateforme aujourd'hui, en fait, si la plateforme elle est intéressante, c'est parce que en 3 clics, vous avez tout de suite comment est-ce que je passe d'un DPE, votre DPE actuel à un DPE amélioré, avec quels travaux, quelles aides, etc. Mais par contre, pour le faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout pré-rempli. Et vous pouvez dire « Ah mais non, moi j'ai déjà fait quelques travaux, je ne suis pas F, je suis D, par contre j'aimerais bien passer B. » Donc voilà, donc vous pouvez corriger et nous ensuite on recalcule tout. Donc c'est comme ça qu'on a biaisé le système parce qu'évidemment plus les gens vont faire des rénaux énergétiques, plus nos résultats seront mauvais. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on fait ça dans ce sens-là et en général les gens qui se renseignent pour ce genre de choses, évidemment c'est des gens qui veulent passer à l'action parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Abusé. Et c'est très intéressant. Est-ce qu'il est prévu de compléter avec de la donnée que vous fabriqueriez vous-même, par exemple, avec des drones qui mesuraient les émissions thermiques avec des bâtiments? Pas du tout, parce qu'on le fait systématiquement, intégralement pour 100% des bâtiments de France. Et donc, en fait, il y a déjà tellement de choses en open data. L'IGN fait des photos aériennes de toute la France à peu près tous les 3 ans. Il y a énormément de choses en open data. Et si on regarde, ce qui est intéressant quand on travaille comme matière première avec l'open data, un peu de satellitaire d'Airbus, un peu de données climatiques là qu'on achète à des académiques, à des universités, des données climatiques projetées. Donc, on achète un peu quelques données. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas utilisé d'assets ni d'hardware pour avoir ces données parce que leur bilan carbone est déjà fait. Il a fallu avoir à un moment des avions, ne serait-ce qu'ils font les photos aériennes, et c'est déjà fait. Et donc, on réutilise de la matière
en libre service. Donc, il y a ça aussi qui nous paraît assez intéressant, c'est qu'on est assez, justement, on parlait avec le Shift Project, qui nous dit c'est intéressant votre business model parce que à l'origine, vous avez finalement très peu d'assets, de dépenses carbone à l'origine. Ça peut s'internationaliser. Tout à fait. Et d'autant plus maintenant qu'on livre en plateforme, puisque nos plateformes pré-remplies, en fait déjà, il y a de l'open data dans tous les pays d'Europe. Il y en a après de manière plus disparate dans le monde. Ensuite, les problématiques et les réglementations sont les mêmes à peu près. Après, les décrets d'application sont un peu différents, mais enfin, c'est à peu près global en Europe. Donc, le business model fonctionne. Mais l'autre truc, c'est que le fait que la moitié de notre valeur est aussi dans le parcours client et la plateforme, et comme on fait du pré-remplissage de champs, on se dit, c'est moins bien, mais si on ne pré-remplit que la moitié des champs, ça permet déjà de pouvoir avancer. Donc, en fait, on a une manière d'aller à l'international où on a un petit peu peut-être baissé la qualité de notre proposition, mais on peut y aller plus vite. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Question de Jean au fond, pardon. Ensuite, Sébastien. Je me demandais, c'est une question un peu à vous trois, si les données de Nemer peuvent aider Carbometrix à améliorer encore son analyse, puisqu'on travaille tous dans des bureaux. Par exemple, un cabinet de conseil peut avoir aussi lui-même un bilan carbone, que ce soit celui de Jean Colissi ou n'importe quel autre, à lui-même ses propres dépenses, des voyages. Et ça peut aider aussi Climat School à être au top pour elle-même de ce qu'elle dépense. Je pense que quand tu fais des bilans, nous, on peut aider les bilans carbone liés à l'immobilier. Donc, quand il faut des données proxy, parce qu'on n'en a pas, sur les consommations d'énergie des bâtiments, on n'a pas les process, on a le bâtiment, ça, c'est tout à fait possible. Trouver des leads pour faire du décret tertiaire, c'était notre job de tous les jours, en fait, typiquement pour un acteur bancaire. Il a sa plateforme et il va, à chaque fois qu'il a son client tertiaire en face de lui, il va lui dire s'il est éligible au décret tertiaire, enfin pas éligible, s'il doit remplir le décret tertiaire et s'il a et quel est son potentiel de toiture. Donc après, je pourrais peut-être le mettre en relation parce que moi, par contre, je ne fais pas la partie pour la suite sur les travaux. Voilà. Donc, par exemple, si je te donne l'adresse des bureaux… tous les bureaux d'un client avec la surface. Voilà. En gros, ils savent. Ah non, mais moi, oui, la surface. Ils donnent la consommation énergétique. Tout à fait, du bâtiment. Parce que c'est vrai que nous, on a plusieurs niveaux de questions. On peut leur dire, est-ce que vous connaissez votre consommation électrique, consommation de gaz? Parfois, il y en a qui le savent, mais parfois, il y en a qui disent ça. Donc, on dit, bon, quel âge a le bâtiment? Donc, on fait le truc, nous, en mode expert. Voilà. Parce qu'on a plein d'autres questions. Et aussi, effectivement, ça pourrait être plus précis. Tout à fait. C'est justement une des questions posées par la salle à Corentin. Est-ce que Glass ENR ne pourrait pas être intéressé par ces données pour identifier des entreprises appétentes pour installer des projets photovoltaïques? Bien sûr que si, oui. Et nous, on a besoin d'experts métiers, donc on va faire un deal. Moi, j'ai besoin d'experts qui regardent un peu mes plateformes, qui me disent « Ah non, mais là, ça ne marche pas très bien et tout. » parce que… Donc, je suis sûre qu'on peut trouver un deal. Chez Sébastien. Oui, une question pour Chloé. Tu nous as dit que tu avais repris l'entreprise dans des conditions financières, enfin, la situation financière était un peu difficile. Ensuite, il y a eu une introduction en bourse. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours? Tout à fait. Alors, j'ai décidé d'aller chez Nemer, je dirais en juillet 2020. J'ai donné ma démission septembre 2020. Ils m'ont laissé partir enfin en décembre 2020. Donc, il y a eu 6 mois. Et en fait, j'ai fait une due deal financière de l'entreprise à l'été 2020. Le problème, c'est qu'en fait, les engagements de dépenses n'étaient pas dans la comptabilité. Donc, j'ai fait une due deal financière qui n'a servi à rien, puisque quand je suis arrivée, toutes les factures étaient tombées, puisque ça faisait 4 mois, et elles n'avaient pas été prévues. Donc, il n'y avait plus de cash dans 40 jours. Voilà. Mais ça, je ne m'y attendais pas. Et c'était pas, vous avez compris, un ingénieur architecte, je n'étais pas non plus du tout formée à tout ça. Maintenant, maintenant, quand il y a urgence, il y a urgence. Hein. Donc, merci le PGE. Hein. J'avoue que là, évidemment qu'on avait été très impacté par le Covid. Et donc, on a eu très vite des PGE. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris l'entreprise il n'y avait pas assez de gens seniors dans l'entreprise et on n'avait pas de produits. Donc, quand je suis allée voir des VC, puisque c'était une start-up, hein, donc on avait déjà 40 personnes. On avait vécu pendant 3 ans sur un gros projet qui nous a rapporté du chiffre d'affaires, mais qui était un projet sponsorisé par des certificats d'économie d'énergie, mais qui n'était pas un produit. Et donc, on arrivait au bout des 3 ans
et c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'argent, et on n'avait pas la suite. Et en fait, si j'allais voir des VC, ils me disaient, bon, je te donne une valo à 8 millions et je te donne 2 millions. Mais moi, avec 2 millions, en 5 mois, je l'avais déjà essoré. Je n'avais pas eu le temps de recruter des seniors, j'ai à peine le temps de faire une petite stratégie business. Et donc, en fait, je savais que j'allais… Et en plus, j'étais toute seule, donc c'était moi qui allais chercher les financements. Donc, dès que j'avais mon chèque, je le ramenais au bureau, je pouvais tout de suite y retourner. Sauf qu'entre-temps, il fallait inventer l'entreprise et inventer son business. Et donc, une entreprise que je ne conseille à personne, qui a un super truc tech, et on s'est dit, on en fait quoi? Parce que c'est un peu ça le problème. On fait quoi de cette data formidable sur les bâtiments? Moi, je me disais, on peut faire des milliards de trucs, mais en fait, avant de trouver le go-to-market, ça nous a bien pris 18 mois quand même. Donc, 18 mois avec 40 personnes, vous voyez, ça va très vite. Et tout à coup, c'était la folie des IPO. Donc, il faut prendre une opportunité quand elle se présente. Donc, on nous a dit, vous pouvez lever 8 millions avec… parce qu'on avait du chiffre d'affaires en plusieurs millions d'euros avant. Pas très sûr qu'on les refasse l'année suivante. D'ailleurs, ça a été prouvé, malheureusement. Mais voilà, vous pouvez y aller. Et finalement, la bourse ne vous demande pas tant de trucs que ça. Quand vous rentrez en dessous des 8 millions, c'est juste un dossier Euronext, vous êtes Euronext Growth. Et puis 8 millions, c'était 18 mois. Donc, pourquoi pas, hein. Et donc, on l'a fait. On a fait une IPO en 3 mois. On était un peu bizarre, hein, parce qu'on s'appelle une micro-cap. On est en bourse. C'est un chemin… semé d'embûches. Mais là, 18 mois plus tard, je refais une AK, donc c'est public, donc maintenant je peux en parler, c'est cool. On refait une augmentation de capital et on a fait rentrer Société Générale et la Banque des Territoires à notre capital pour montrer justement l'appétit des clients sur ce sujet-là. Et donc, j'avoue que c'est un boulet à la taille de ma boîte, hein. Ça n'a pas trop de sens, hein, soyons francs, ça n'a pas de sens, mais je ne voyais pas comment sauver la boîte différemment. Donc, ça n'a pas de sens, mais je crache absolument pas dessus. Je fais ce qu'il faut pour avancer. Et Nemer n'existerait pas si on n'avait pas fait d'IPO. Enfin, ça aurait peut-être été repris différemment, hein. On ne refait pas l'histoire, mais voilà. Et donc, tu as des résultats tous les quarters, machin? Non, alors heureusement, je suis sur le Next Growth. C'est un truc tous les semestres, donc c'est un peu moins lourd. Et au final, la boîte étant assez peu structurée quand je suis arrivée, moi, ça m'a permis en quelques mois de faire un ménage… Enfin, par ménage, une consolidation accélérée, à chaque fois en brandissant le mot IPO et bourse, en disant « Ah, ça on peut pas, parce qu'on faisait un peu des tas de choses exotiques et il fallait un peu se concentrer. Donc, moi, c'est pas facile, c'est clairement pas fait pour la taille d'une boîte comme nous, on a très peu de liquidités, etc. Enfin, ceux qui ont envie de parler de bourse plus tard, ça fait plaisir. Mais on le fait, on est vivant, on continue d'avancer et sans ça, on n'aurait pas fait. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est 1,5 million il y a en 2021 et en 2022, c'était encore secret. Parce que c'est ça aussi les lois de la bourse. Et le résultat? Oh là là, je reste une start-up, ne t'en allez pas. On va encore prendre une question de la salle. 1,5 million, il y a 50 personnes qui attendent. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les particuliers. Est-ce que vous intéressez? Est-ce que, et si oui, tellement vous intéressez, vous interagissez avec les particuliers pour des plans de stimulation de rénovation énergétique particulier? Et même question pour le dispositif français. En fait, on est des plateformes de B2B2C, le C pouvant être un customer de banque ou un citizen de collectivité. Donc, on ne veut pas s'adresser directement aux particuliers parce que c'est encore un autre go-to-market. Mais clairement, la personne qui utilise notre plateforme est un non-sachant particulier ou pro d'ailleurs, mais c'est à eux qu'on s'adresse dans le cadre de nos plateformes. J'ai répondu à la question? On va traiter les questions qui nous sont posées à distance et puis si d'autres naissent dans la salle, on les écoutera bien volontiers. Comment peut-on être neutre en bilan carbone quand on a besoin d'énergie fossile pour fabriquer, transporter et installer? Là, ça s'adresse au moins à vous trois qui, à divers titres, tendez vers la neutralité carbone d'une certaine manière, mais voilà. Alors moi, je recommande à aucun de mes clients de claimer haut et fort qu'ils sont neutres carbone, parce que c'est impossible, effectivement. Voilà. Et qu'il ne faut surtout pas déduire les arbres qu'on a plantés quelque part à l'autre bout de la planète, je veux dire qu'on est neutre. Parce qu'il y a une étude qui est sortie par le journal The Guardian, qui disait qu'à peu près les arbres plantés pour soi-disant compenser les émissions,
il n'y avait que 5% qui effectivement captaient du CO2. Donc voilà. Oui, je pense qu'il ne faut pas aller dans l'extrémité, c'est-à-dire que ce qu'on expliquait au tout début, il y a un peu, par exemple, en solaire, ce n'est pas la seule technologie, mais c'est différentes technologies qui vont permettre justement d'arriver à du zéro carbone. Et il ne faut pas aller dans l'extrémité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un potentiel, par exemple, en France, solaire qui est impressionnant et on ne l'utilise pas, quoi. Donc déjà, commençons par installer des panneaux solaires et après, on verra pour le zéro carbone. Alors. Un petit pas plutôt que les grandes déclarations. C'est ça que je retiendrai. Voilà. Ensuite, exemple, les panneaux photovoltaïques et l'éolien et la construction des immeubles, etc. La nature, la forêt, la biodiversité face au béton, etc. Comment faire? La biodiversité, c'est clairement la solution pour rafraîchir nos villes. En plus, c'est ça la bonne nouvelle, la nature, c'est… Et aujourd'hui, par exemple, tu parlais tout à l'heure de solaire en parking. Pourquoi le solaire en parking? Parce que le parking est déjà artificialisé. L'idée, c'est de se dire, toutes les zones déjà artificialisées, faisons des trucs dessus. Et par contre, toutes celles qu'on peut rendre à la nature, toutes celles qu'on peut verdir, etc., elles serviront à rafraîchir, à faire des axes de tram bleues, vertes, etc. dans les villes. Et ça, c'est top. Mais l'autre problème, la vérité, c'est qu'on sait que c'est l'autre problème qui vient derrière le carbone. Là, tout le monde est en mode c'est le carbone, etc. En plus, le coût de l'énergie est haut, donc on s'excite d'autant plus. Mais la biodiversité qui va arriver derrière, la crise de biodiversité, enfin qui n'arrive pas derrière, hein, qui existe, mais qui n'est pas réglementée parce qu'on ne sait pas bien mesurer. Et je pense qu'il y aura un carbométrix d'impact de biodiversité à un moment. Et nous, on essaie de faire ça sur la partie bâtiment, etc. C'est la révolution qui arrive derrière. Et malheureusement, une difficile révolution et qui n'est pas encore du tout assez réglementée aujourd'hui. Mais le carbone n'est rien par rapport à la perte de biodiversité. Et de l'eau potable, et de l'eau dans les sols, l'appauvrissement des sols, etc. Quand je vous entends, je vois qu'il y a un besoin de pédagogie, de mettre en place des concepts clés. Joseph, on va trouver la bonne manière de transmettre les vraies choses. Complètement, merci Frédéric, tu as raison. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de formation parce que ce sont des concepts qu'on lit un peu partout, mais après il faut se former, mettre les mains dans le cambouis parce que pour après être capable de donner des conseils, évidemment, il faut un peu de bouteille. Bon, puis on nous pose une dernière question à distance. Comment traiter la question de l'effet rebond? Il me semble qu'en Allemagne, les efforts financiers de rénovation thermique ont eu un effet mitigé, car les gens, du coup, se chauffaient à 25 au lieu de 22 au même prix. Sobriété, pilotage de la consommation, 3 petits points de suspension. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Cette étude en Allemagne est réelle. Ils étaient bien plus en avance que nous, sur les maisons passives, etc. Ils se sont rendus compte qu'au final, les gens, ça leur coûtait 3 fois moins cher, mais ils se sont dit finalement, ça me coûte juste 2 fois moins cher, mais que c'est plus agréable à la maison. Pourquoi pas? Et malheureusement, c'est beaucoup d'effets rebonds dans toutes les solutions qu'on trouve. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une meilleure éducation des gens qui font de la réno énergétique, etc. Et donc, peut-être que il y a le dur et il y a le comportement. Donc, peut-être qu'on y arrivera mieux. Mais il y a eu, clairement, c'est la réalité. C'est le signal prix, en fait, on l'a vu cet hiver. Dès que le prix de l'énergie a commencé à grimper, les gens ont commencé à faire attention. Et c'est un peu ça, en fait. Si demain, hier, l'énergie était peu chère, demain, ça ne sera plus le cas. Donc, les gens vont, j'espère, changer de comportement. Voilà. Je signale, l'élasticité prix en économie est très importante. Voilà. Avant de conclure, est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à chacun de nos 4 intervenants pour faire un souhait pour l'avenir, pour eux, pour la conduite de leur projet? Ou s'ils ont des besoins, on pourrait essayer de couvrir aussi, pour vous aider. Non, moi, mon souhait, c'est vraiment de continuer à aimer ce que je fais. Et aujourd'hui, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment tous les jours, j'ai du sens dans ce que je fais. Et je pense que c'est le plus important. Je pense que j'irai super loin si j'ai toujours ça dans la tête. Voilà. Super. Merci, Corentin. Moi, mon souhait, c'est avec Carbométrix d'avoir de l'impact. C'est pas facile de sentir ce que j'ai de l'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on a créé Carbométrix. C'est dans nos statuts. On est une entreprise à mission.
Notre pari, c'est qu'en montrant aux entreprises et aux institutions financières ce qui compte vraiment dans les émissions, que les entreprises vont arrêter de mettre de l'énergie, de l'argent sur les choses anecdotiques et se prendre vraiment les sujets qui sont matériels. Donc voilà, c'est ça que je souhaite. Merci Corinne. Pour ma part, moi, j'ai vraiment envie d'être capable de répondre aux attentes, en fait, parce qu'il y a une véritable poussée des jeunes. Hein. Ils ont vraiment des attentes fortes, et d'être capable d'y répondre en les formant, ce serait une grande fierté. Moi, j'estime que l'éducation, c'est un besoin primaire, c'est une grande responsabilité. Donc, être capable de leur donner cette formation, ce serait c'est une fierté assez grande pour moi. Voilà. Je redis d'ailleurs à ce propos que si certains dans la salle m'aidaient à former les jeunes, ils sont les bienvenus. Je recrute des profs. Exactement, voilà. Super clair. Et les étudiants, si vous avez les enfants. Et les étudiants, bien sûr. Merci Louis. Moi, j'ai un souhait qui est un souhait partagé de toutes les équipes de Nemer. Tout à l'heure, tu parlais du bilan carbone. Moi, je pense que j'ai réduit mon bilan carbone d'au moins 25% depuis que je suis chez Nemer, parce que je suis entourée que de gens hyper engagés. Moi, en effet, j'ai rejoint Nemer parce que je trouvais la vision technique et technologique formidable, mais peut-être pas nécessairement pour un engagement comme ça à fond environnemental. Et je suis devenue, ne serait-ce qu'au contact de mes équipes. Et en fait, ce qu'on attend maintenant, c'est que nos outils soient vraiment dans les mains des gens, etc. Ça prend un peu de temps, la réno énergétique. Et donc, de pouvoir, dans pas trop longtemps, j'espère, mesurer l'impact de notre solution et se dire, on a participé à tant de rénovation, tant d'économie, tant de passage à l'action. Bah, c'est ce qu'on cherche tous, en fait. C'est d'avoir une mesure tangible de ce qu'on a fait, même si intellectuellement, c'est déjà génial. C'est ensuite se dire, est-ce qu'on a bien œuvré dans le sens où on voulait. Merci. Didier, le mot de la fin? Je crois qu'on peut remercier nos 4 intervenants qui ont... Nous les encourager en tant qu'entrepreneurs. Et puis, si vous voulez discuter avec eux, eh bien, nous vous offrons un pot. Oui, tu avais quelque chose à dire comme toujours. Voilà, et quant à moi, bon, je les remercie à nouveau, nos 4 intervenants, mais surtout à vous, chers qui nous suivez à distance, et à vous tous qui êtes venus ce soir. Je vous donne rendez-vous d'abord pour une prochaine soirée XMP Entrepreneur le 13 février, qui sera consacrée au web marketing. Et second rendez-vous, le 13 mars, on va créer une soirée organisée par notre club des créateurs et qui sera consacrée à toute l'aide que les CCI peuvent vous apporter dans votre projet de reprise. 13 février, 13 mars. Comme d'habitude, beaucoup de J'ai eu peur. Est-ce que vous faites